Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, quel que soit, en fonction du lieu où vous vous trouvez. Hein. Et Mbote na beno, panga yamunu, Mbote na bino, bande konanga. Je reviens encore ce jour 15 janvier 2025 dans le cadre de notre échange hebdomadaire, la chronique hebdomadaire que nous consacrons à la situation de notre pays, à notre pays, pour vous édifier sur un certain nombre de choses. Donc, très heureux d'être là encore pour dérouler 2 ou 3 sujets ce jour, comme je le disais tantôt. Nous allons très vite aller à la pensée du jour. À la pensée du jour d'aujourd'hui, le 15 janvier 2025. Alors, la pensée du jour de ce jour, je vais revisiter la citation d'un homme, Daniel Balavoine. C'est un artiste français mort accidentellement dans le cadre de Paris-Dakar. C'était un humaniste, c'était un homme de grand cœur, c'était un artiste engagé, comme on le voit de moins en moins aujourd'hui, que ce soit dans notre pays ou en France. À cette époque, Daniel Balavoine est en face de François Mitterrand. Nous sommes le 19 mars 1980. Donc, ça date quand même. Et il est en face de François Mitterrand, qui est candidat aux élections présidentielles de 81. Et le chef de l'État français à cette époque, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et déjà à cette époque, les problèmes de jeunesse se posent. Qu'est-ce qu'il disait en face de M. François Mitterrand? L'image est encore dans les grandes plateformes comme l'INA, l'Institut audiovisuel français. Qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il dit, en face de François Mitterrand, au cours d'un échange, au cours d'un débat, il dit ceci. Il dit, ce que je veux vous dire, c'est que la jeunesse, il s'adresse à Mitterrand, candidat à la présidentielle, ce que je veux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense, en règle générale et en résumant un peu, qu'elle a bien raison. Et il poursuit, toujours Daniel Balavoine, ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur. Et lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader, etc. Il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous voyez bien que cette citation de Daniel Balavoine est véritablement d'actualité aujourd'hui. Ça veut dire que le jeune du Congo aujourd'hui, s'il s'adresse à M. Denis Sassou Nguesso, parce que dès 1980, Denis Sassou Nguesso est déjà au pouvoir. Donc, je ne sais pas, 80 et aujourd'hui, plus de 40 ans après, il peut s'adresser à Denis Sassou Nguesso en des termes similaires, en des mêmes termes. C'est-à-dire que la jeunesse est désespérée. Et lorsque il y a le désespoir, ce désespoir devient mobilisateur et que ça devient dangereux et que la jeunesse peut basculer dans le terrorisme, dans le mauvais côté des choses parce qu'ils estiment qu'il n'a plus de solution. Oui, mes chers compatriotes, 1980, Denis Sassou Nguesso est déjà au pouvoir. Giscard d'Estaing et Mitterrand de l'époque, ils ne sont plus de ce monde. Denis Sassou Nguesso est toujours là. 1980, il y a encore les Pierre Moussa. Il est encore ministre depuis non, ministre du plan, me semble-t-il. Et moi qui vous parle, je suis en classe de 3e ou 4e. Donc, l'actuel secrétaire général du Parti congolais du travail, le PCT, est ministre du plan. À cette époque, dans les années 80,
Il y a encore les Chiba. Il y a déjà les Chiba aux affaires. Les Oba-Pierre, les Adada, les Mvuba, les Ngakala et j'en passe. Ils sont toujours là. Dans les années 80, de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, deuxième choc pétrolier. Donc le Congo va connaître un boom pétrolier. Le pétrole est aux environs de $40. Et à l'époque, c'était quasiment un record. Et dans ces années 1980, la génération qui m'a précédé, moi, commence déjà dès 1985, lorsque nous quittions le pays, c'est-à-dire ma génération des années 60, nous quittions le pays. Le chômage dans les années 85 commence déjà à pointer son nez au Congo-Brazzaville. Le chômage déjà à cette époque commence à pointer son nez du côté de la diaspora. Du côté de la diaspora. Et le même chômage à cette époque, bien entendu, commence déjà à menacer des générations entières. Toujours dans les années 80, nous pouvons dire qu'il y a déjà deux générations qui sont en difficulté. La première génération, c'est des générations des années 50. Surtout ceux qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire qui sont venus faire des études, estiment qu'il n'est plus question de repartir au Congo parce que nous commençons à connaître ce qu'on appelait à l'époque le plan d'ajustement structurel malgré le boom pétrolier. Mais ça peut se résumer de cette manière. On peut considérer aujourd'hui qu'il y a au moins 4 générations, si on réfère à l'année 2025, donc 40 ans, plus de 40 ans depuis que M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, on peut considérer qu'il y a 4 générations qui ont été sacrifiées. Les générations 60-50, j'en ai parlé, qui sont certains ici, au chômage, ou à la retraite, ou dans des situations un peu difficiles. En tout cas, les Congolais. Au Congo-Brazzaville, c'est la même situation, sinon pire. Les générations des années 70-2025, aujourd'hui, ils ont 55 ans. Donc, ils ont connu 40 ans de Sassou Nguesso. Et 55 ans aujourd'hui, en majorité au Congo-Brazzaville, sont dans les difficultés. Soit à la retraite, soit au chômage, en tout cas en majorité, et sinon au bord de la route parmi ceux-là. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, sinon troisième couche, les générations des années 80. Les générations des années 80. Les générations des années 80, en 2025, et ont 45 ans. 45 ans. Donc, ils ont connu 40 ans que des Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aujourd'hui, ceux qui sont à l'étranger sont ceux qui ont pu partir, quitter le Congo-Brazzaville, s'en sortent. Mais ceux qui sont en Brazzaville sont dans les conditions terribles. Et ces générations de 45 ans aujourd'hui à l'étranger, beaucoup veulent repartir parce que la situation aussi à l'étranger, notamment en France, n'est plus comme celle des années 85. Les années 90, ceux qui sont nés dans les années 90, 2025, ils auront 35 ans. Ça veut dire que ceux-là n'ont connu que Sassou Nguesso au pouvoir, en dehors des 5 ans de l'intermède du président Pascal Lissouba, et dont on sait qu'avec aussi Denis Sassou Nguesso, on a connu plus la guerre qu'autre chose, que la stabilité. Et bien entendu, les années 2025, ça dit qu'aujourd'hui, ils ont 25 ans, ils n'ont connu que Denis Sassou Nguesso depuis 1997, qu'il est revenu au pouvoir. Mais cela constitue presque 80% des Congolais, c'est-à-dire un véritable contingent, une armée populaire, une matrice, aujourd'hui, dont l'exigence, dont l'impératif, c'est le changement. Parce que celui qui règne à la tête de notre pays depuis pratiquement 40 ans, 5 ans d'intervalle Lissouba qui font enlever, ben aujourd'hui, n'a créé que le désespoir, le chaos et autres. D'où
D'où le premier sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Le premier sujet, c'est ce que nous appelons l'éloge de la révolte légitime. L'éloge de la révolte légitime, c'est une expression du président Thabo Mbeki qu'il a véritablement inspiré pour rédiger un courrier qui est devenu en fait la doctrine de notre génération, de ma génération, qui est devenue la boussole de ma génération pour la Renaissance africaine. Et cette lettre date du 14 juillet 2006. C'est-à-dire qu'en 2006, au moment où l'Afrique est en train de chercher les voies et moyens pour retrouver la voie du pluralisme politique, de la démocratie, le moment où l'Afrique était convoitée, elle est toujours convoitée, le président Thabo Mbeki, qui est le successeur du président Mandela, donc une puissance émergente déjà à l'époque, a tracé une perspective à travers cette lettre qui est restée une lettre historique sur la Renaissance africaine. Et dans cette lettre, le président Thabo Mbeki fait l'éloge de la révolte légitime, parce qu'il estime que les conditions des pays africains, notamment francophones, sinon dans l'ensemble, n'étaient plus appréciables, n'étaient plus tolérables. Les conditions des pays africains, les conditions des peuples africains. Je vais vous lire quelques passages de cette lettre pour illustrer le premier sujet de ce soir, c'est-à-dire l'éloge de la révolte légitime, qui doit s'appliquer aujourd'hui, dont la jeunesse du Congo-Brazzaville doit s'approprier, c'est-à-dire les passages de cette lettre, pour faire véritablement un instrument de combat afin de sortir de la servitude volontaire et de sortir de l'oppression. Que dit cette lettre? Je prends quelques passages. Il dit, par exemple, dans l'un des passages, que les anges de la mort et les victimes de leur courroux sont tous africains, comme vous et moi. C'est pour cette raison, parce que nous sommes les mères africaines éventrées et les enfants décapités du Rwanda. On peut l'appliquer aujourd'hui dans pas mal de pays, notamment à l'est de la RDC, que nous devons dire « ça suffit ». C'est pour ces âmes misérables, les victimes des forces destructrices, que l'Afrique a besoin d'une renaissance. L'Afrique n'a nul besoin de criminels qui accèdent au pouvoir en massacrant des innocents, comme le font les bouchers de Richmond ou de KwaZulu-Natal, comme à l'époque en Afrique du Sud. L'Afrique, en tout cas, elle n'a pas besoin de ceux parce qu'ils n'ont pas accepté que le pouvoir soit légitime et serve les intérêts du peuple, ont mené la Somalie au gâchis et privé ses habitants d'un pays qui leur donnait le sentiment d'exister et de se construire. Transposez-le, ce passage au Congo-Brazzaville, vous allez vous rendre compte que c'est véritablement d'actualité. Il continue. L'Afrique, moi je dirais le Congo, n'a pas besoin non plus de gangsters qui gouvernent en usurpant le pouvoir par des élections frauduleuses ou en l'achetant par des pots de vin et la corruption. C'est ce qu'ils veulent faire en 2026. Les voleurs et les complices, les corrupteurs et les corrompus sont africains, je dirais congolais, comme vous et moi. Nous sommes le corrupteur et le courtisan qui agissent de concert pour avilir notre continent et nous avilir nous-mêmes. Le temps est venu de dire ça suffit. Moi, je dirais ça suffit. D'agir pour bannir la honte et d'être les héros de la Renaissance africaine. Et il termine cette lettre en disant ceci, un des passages. Il dit il appelle au renouveau de l'Afrique. Moi, j'appelle au renouveau à la renaissance du Congo-Brazzaville. Pour la renaissance africaine, c'est un appel à la rébellion. Nous dirons à l'appel à la révolte légitime. Nous devons nous rebeller, nous devons nous révolter contre les tyrans et les dictateurs,
ceux qui cherchent à corrompre nos sociétés et à voler des richesses qui n'appartiennent qu'au peuple. Nous devons nous révolter, nous rebeller contre ces criminels qui, tous les jours, tuent, violent et volent en toute impunité. Et mener une guerre contre la pauvreté, l'ignorance et l'aliénation des enfants d'Afrique. Il faut que du Cap au Caire et de Madagascar au Cap-Vert, en passant par le Congo-Brazzaville, des syndicalistes, des chefs religieux, des artistes et des professionnels révoltés par la condition de l'Afrique dans le monde, je dirais par la condition du Congo-Brazzaville. Il faudrait qu'ils rejoignent les rangs de la grande croisade pour le renouveau de l'Afrique, je dirais pour le renouveau du Congo-Brazzaville. Nous n'hésiterons pas à leur dire, pour être un vrai Africain, je dirais un vrai Congolais, il faut être un révolté. Il faut se battre pour la cause de la renaissance africaine. Il faut te battre pour la cause de la renaissance du Congo-Brazzaville. Voilà comment je viens de révisiter, mes chers compatriotes, cette lettre historique du président Thabo Mbeki qui appelle à la révolte, à la révolte légitime. Cette révolte légitime que nous devons opposer, à qui nous devons opposer la violence illégitime du pouvoir de Brazzaville, qui de manière illégitime violente notre peuple. La violence de notre peuple, c'est le manque d'eau. La violence de notre peuple, c'est le manque d'électricité. La violence de notre peuple, c'est le manque d'emploi. La violence de notre peuple, ce sont ces jeunes qui ont été virés manu militari alors qu'ils ont été recrutés en bonne uniforme pour suivre une formation et 9 mois après, on les vire. La violence de notre peuple et de notre jeunesse, ce sont ces jeunes qui aujourd'hui, à qui on promet des formations de l'entrepreneuriat, comme si on ne les a pas dupés depuis longtemps, aussi longtemps. La violence illégitime pour laquelle nous devons opposer la révolte légitime, c'est ces érosions qui sont en train de mettre aujourd'hui, hier, avant-hier, des dizaines, des centaines de Congolais sans abri. Parce que M. Bouya a volé, a pillé, a détourné, avec ses amis bien entendu, tous ces fonds qui ont été mobilisés pour l'urbanisation du Congo-Brazzaville, tous ces fonds qui ont été mobilisés pour combattre les érosions, pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place un véritable plan d'urbanisation du Congo-Brazzaville pour éviter ces malheurs. La violence illégitime que nous impose aujourd'hui ce régime de Brazzaville, c'est bien entendu cette proportion à faire en sorte que nos parents retraités ne puissent pas bénéficier de ce qu'ils ont cotisé hier. La violence illégitime que nous impose le pouvoir de Brazzaville, c'est de voir nos mamans qui vendent dans les marchés et qui ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier du profit de leur travail pour éduquer leurs enfants. La violence illégitime que nous impose ce régime, c'est de voir ce que nous avons vu, ces hôpitaux, ce CSI, ce centre hospitalier, centre de centre sanitaire intégré, que nous avons vu à 50 km de Kélé, qui est véritablement un crime contre l'humanité, parce que c'est des huttes, des petites cases. La violence illégitime que nous impose ce pouvoir de Brazzaville,
Ce sont tous ces jeunes qui sont en train de quitter le Congo-Brazzaville dans des conditions dramatiques, qu'on retrouve dans des routes vers du côté du Brésil, du côté de la Méditerranée, au Maghreb. Le seul objectif pour eux, quitte à sacrifier leur vie, c'est de quitter l'enfer du Congo-Brazzaville. La violence illégitime que nous impose ce régime de Brazzaville, c'est de passer chaque week-end à se pavaner dans des fêtes, à se pavaner dans des mariages, à se pavaner dans tout ce qui est cérémonie festive, alors que le peuple est en train de crever de faim. La violence illégitime que nous impose ce régime, enfin, c'est cette dette insoutenable, dette odieuse, il faut le souligner, dont on ne sait pas, ils se sont endettés pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette dette odieuse qu'ils ont, cet argent, ces milliards, ces dizaines de milliards, centaines de milliards, plus de 1000 milliards qu'ils ont de francs CFA, qu'ils ont pris. On parle aujourd'hui de presque de 8000 milliards de francs CFA. Ils sont partis s'endetter pour faire quoi avec, sinon planquer dans les paradis fiscaux. Toutes ces violences illégitimes que nous avons listées, la liste n'est pas exhaustive, nous devons opposer ces violences légitimes à une violence, à une révolte légitime dont la matrice sera cette population, c'est 80% des Congolais de 4 ou 5 générations différentes qui sont victimes du pouvoir, de la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso, du PCT et de ses alliés. Voilà, chers compatriotes, clôt le premier sujet, après le préambule de la chronique de ce soir. Le dernier sujet, mes chers compatriotes, s'intitule Denis Sassou Nguesso akomema Congo na mutu. Il était prévenu, Denis Sassou Nguesso. Lorsque il a posé, Denis Sassou Nguesso, le PCT, lorsqu'ils ont posé ces 2 actes de forfaiture, le changement de la Constitution qui a été un coup d'État constitutionnel en octobre 2015, lorsqu'il a posé cet acte de forfaiture, 2e acte de forfaiture, à travers le hold-up électoral de mars 2016, M. Denis Sassou Nguesso avait ouvert la boîte de Pandore. Et cette boîte de Pandore a été résumée par la célèbre phrase du professeur philosophe Charles Zachary Boao, lorsqu'il disait « Le changement de la Constitution est juridiquement infondé, politiquement désastreux, socialement explosif. » Nous y sommes. Juridiquement infondé aujourd'hui, bien entendu, aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est devenu, on assiste tous les jours au deuil du droit au Congo-Brazzaville. 10 ans après, nous avons toujours André Okombi-Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko qui sont emprisonnés arbitrairement, injustement. Leur seul tort, c'est d'avoir été candidat à la présidentielle. Voilà le deuil du droit au Congo-Brazzaville. Le deuil de droit, c'est ce que nous voyons tous les jours. On prend les frétins, on les met en prison et les baobabs, les baleines du vol et de la kleptocratie se pavanent un peu partout dans les rues. Le deuil du droit aujourd'hui, c'est le fait que M. Denis Sassou Nguesso, sa parole n'a plus de crédibilité parce que lui-même est considéré comme le responsable d'un État cartel. Mes chers compatriotes, Tolobaki, Boko Mema Congo Namutu, oui, Bazo Mema Congo Namutu. Sur le plan politique, désastreux. Boao l'avait dit.
Le changement de la Constitution est politiquement désastreux. Nous y sommes. Le dernier cas, c'est leur fameux remaniement. Un fameux remaniement où on nous met un gouvernement dont l'architecture n'a pas changé depuis 27 ans. Les mêmes hommes qui ont échoué à tous les niveaux sont toujours là. L'architecture avec plus de 30 ministres, 38 ministres, me semble-t-il, alors que tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux leur demandent de réduire le train de vie de l'État. Ils n'arrivent pas. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'on a braqué un pays en mars 2016, on n'a pas de légitimité populaire. La seule légitimité, c'est de contenter les chefs des écuries. Et le gouvernement, l'exécutif du Congo-Brazzaville, c'est un conglomérat des chefs des écuries. Mais plus loin, le dernier remaniement qui s'est passé est illustratif même de l'épicerie familiale. Parce qu'on vient de débarquer M. Jean-Baptiste Ndai, grand commis de l'État. Je lui tire mon chapeau parce que je l'ai connu lorsque j'ai travaillé au ministère du Tourisme. C'est un cadre intègre. Il a voulu faire son travail. Pour nous ramener qui? M. Yoka. M. Yoka, Christian Yoka, me semble-t-il, c'est le prénom. Mais M. Yoka, il faut se souvenir tout simplement de la parfaite analyse du professeur Didier Ngalibaye lorsqu'il disait que le recrutement aux fonctions politico-militaires dans notre pays doivent recourir à au moins 4 critères. Il faut être parenté au chef de l'État, c'est le cas de M. Christian Yoka. Il faut être dans un cercle ésotérique, c'est le cas de M. Christian Yoka. Il faut être très certainement du parti au pouvoir, c'est le cas de M. Yoka. S'il n'a pas sa carte de membre, en tout cas, la parenté doctrinale ou idéologique n'est pas loin. Et bien entendu, il y a d'autres critères, la promotion canapé, lui, il ne coche pas ce critère-là. Mais il coche 3 critères. Christian Kaloubaye a eu raison. Et c'est d'autant plus grave que M. Denis Sassou Nguesso, qui a fait de la géopolitique une norme gouvernementale ou une norme de l'exécutif, on se rend compte que 17% de son architecture gouvernementale est constituée des hommes de 2 départements, sinon d'un seul département. Ceci est fondamentalement un indice qui met à mal la concorde et la cohésion nationale. Si on ne le dit pas, nous sommes lâches. Si on ne dit pas, on ne va pas rentrer dans le portique de la renaissance de la République. La République est morte. C'est l'épicerie familiale. Et bien entendu, ceci résume le désastre politique de notre pays. Ce n'est plus le mérite qui vous amène au poste de responsabilité. Ce n'est plus la méritocratie. C'est le clientélisme parental ou le clientélisme kleptocratique, ce qui est un désastre. Et bien entendu, la deuxième prophétie du professeur Charles Zakaye Boao, c'est bien entendu ce qu'il appelait le social explosif si on changeait la Constitution. Nous y sommes. Nous y sommes dans le social explosif. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, nous assistons, et ce qui était prévisible, à des colères, des frustrations, des revendications, des injustices qui se cristallisent dans tous les secteurs de l'appareil étatique. Pourquoi? Parce que ce gouvernement, ce régime qui manque de vision,
parce que ce régime qui est antipatriotique, parce que ce régime a pris la responsabilité de faire de la corruption l'ADN même de leur gouvernance. Parce que ce régime s'est arrogé de méthodiquement détruire l'appareil étatique et désacraliser les statuts de notre pays. Eux qui ont eu pour argument, qui changeaient la Constitution pour faire évoluer les institutions, afin de faire en sorte que, selon eux, créer les contre-pouvoirs au sein du Parlement, à quoi on assiste aujourd'hui? On assiste au retour de PCT, parti-État triomphant. Aujourd'hui, nous sommes dans des conditions similaires des années 1990 à la veille de la conférence nationale souveraine. Le PCT, État, le PCT, parti-État triomphant, a échoué sur tous les plans. L'économie congolaise est sinistrée, comme on le disait lors de la conférence nationale. Le clientélisme parental ou partisan a pris le dessus sur l'État républicain. Le Congo est un État isolé sur le plan diplomatique. La signature de Congo n'est plus du tout crédible. Et la population, 98% de la population aujourd'hui exige des changements. Voilà dans quel contexte nous nous retrouvons. Et le social le moins explosif, prédit par le professeur Charles Zachary Boao, aujourd'hui prend forme. D'où, mes chers compatriotes, ma conclusion pour cette chronique de ce soir, c'est de dire que toutes les conditions véritablement subjectives et objectives sont réunies pour que les changements prennent corps dans notre pays. Mais ce changement ne se ferait pas sans sacrifice. Ce changement ne se fera pas seulement dans nos salons. Ce changement ne se fera pas seulement avec nos stylos. Ce changement se fera aussi parce que nous devrions prendre nos responsabilités. Chacun, là où il se trouve, de prendre le chemin, de mettre le cap sur le Congo-Brazzaville. Certainement, ceux qui resteront à l'extérieur vont continuer le travail. Nous serons en passerelle. Nous allons garder ces passerelles-là, ces relais-là, pour qu'ils continuent à faire le travail de sensibilisation et de lobbying pour le changement de notre pays. Mais 2025 est véritablement cap sur le Congo-Brazzaville. Et bien entendu, dans le cadre du projet commun pour la renaissance du Congo, dont j'annonce solennellement que la campagne d'adhésion devrait commencer d'ici peu à travers différentes plateformes. Et Inch'Allah, d'ici le mois de mars, d'ici le mois de février, nous allons lancer sur les fonds baptismaux cette dynamique intitulée le projet commun pour la renaissance du Congo, afin que vive le Congo-Brazzaville qui renaîtra de ses cendres. Je vous remercie. Bien entendu, à bientôt et merci de m'avoir accueilli dans vos domiciles respectifs, dans vos bureaux respectifs, et je continuerai. Je vous convie véritablement à partager largement cette rubrique hebdomadaire, cette chronique hebdomadaire, et d'en faire bon usage pour la convergence de ces colères, de ces frustrations, de ces injustices, de ces recommandations, de ces protestations, pour que nous sauvons dignement le Congo de nos ancêtres, le Congo éternel. Je vous remercie.